Donc, pour terminer ce tour de table, nous allons écouter le professeur Jean-Marc Sorel. Alors, M. Sorel est docteur en droit et agrégé, évidemment, des facultés de droit, et il est actuellement professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il dirige le centre d'études et de recherche en droit international, le CERDIN. Et il enseigne le droit international général, le droit du contentieux international et l'analyse juridique des contentieux territoriaux et maritimes. Et aussi, je crois, les questions de droit des relations monétaires et financières. Voilà, alors sa bibliographie est trop longue pour que je la décline entièrement, mais je vous signale récemment paru un collectif qu'il a co-dirigé, qui est peut-être c'est là que j'aurais dû regarder avant de parler de conflit des logiques, enfin nous y reviendrons, c'est un dictionnaire des idées reçues en droit international. Donc je vous passe la parole. Vous avez des images aussi Non. Bon, alors très bien. Je veux bien un micro. Le micro suffira. Voilà. Et je vais rendre le chèque. Voilà, merci beaucoup. C'est étonnant que vous citiez cet ouvrage, qui est un ouvrage un peu hors norme. Voilà, mais bon, c'est très bien. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je prends quand même quelques secondes, ce qui est absolument suicidaire, pour remercier Alain Soupiot pour son aimable invitation. Alors le remercier, mais quand même dire que j'ai un double handicap. D'une part, j'ai été prévenu il y a environ un mois, je crois. Donc je suis vraiment celui qui a été prévenu en dernier. Vous deviez entendre Kemal Dervish, qui n'a pas pu venir. Et le deuxième handicap, il ne m'a pas gâté, c'est que je suis le dernier à parler de la journée au moment où vous êtes fatigué. Voilà. C'est vous qui avez demandé. Kemal Dervish, c'était le dernier. Donc je remplace ces places pour place. Enfin, troisième handicap, je suis vraiment désolé pour l'optimisme, parce que je crois que ça ne va pas être vraiment mon propos. Oui, je sais, j'aurais bien aimé vous faire sourire à la fin de cette journée, mais je crains fort que l'ordre économique international ne soit pas d'un grand comique. Alors, ceci étant, je suis comme ma collègue ce matin, je suis un juriste un peu dévoyé, mais quand on fait du droit international, on est toujours dévoyé. Quand on connaît un peu le milieu par rapport au droit interne, nous sommes toujours un petit peu marginalisés. Voilà, et puis je dis, bon, encore une seconde pour dire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à retrouver Gabrielle, avec laquelle j'ai partagé quelques jurys de thèse, quelques colloques, voilà, j'ai toujours plaisir. Et puis bon, Daniel, bon, ça vous savez maintenant que j'ai partagé beaucoup avec lui pendant de longues années. Je suis vraiment très fier maintenant qu'il soit professeur au Brésil et que ce soit devenu un ami, un collègue. Donc c'est toujours une grande satisfaction pour nous. Alors, le programme indique réflexion sur l'ordre économique international, ce qui est un vaste sujet pour très peu de temps. Alors, j'ai un petit peu affiné, j'ai intitulé ensuite la communication qui paraîtra « Réflexion sur la segmentation ou l'unification dans l'ordre économique international », une opposition de logique juridique. Et là, effectivement, j'ai mis un point d'interrogation à une opposition de logique juridique, parce que c'est vrai que je ne conçois pas tout à fait ceci de cette manière, mais c'est sans doute une des possibilités. Alors, pour essayer brièvement de faire le tour de ma vaste question, je vais d'abord essayer de savoir s'il existe un ordre économique international qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle aujourd'hui une gouvernance mondiale. J'ai un peu de prévention avec tous ces nouveaux termes, gouvernance, transparence, accountability, enfin tout ce qui est un petit peu, qui à mon avis masque des concepts juridiques qui continuent d'exister, mais auxquels on donne un autre nom qui est un petit peu plus sexy. Voilà, donc essayez de voir s'il y a un ordre économique, essayez de voir si cet ordre est unique ou s'il est pluriel, parce que je crois que c'est un des grands problèmes en droit international. Essayez de voir également si les normes sociales s'insèrent dans cet ordre économique, si jamais il existe, et quelle est leur place. Et enfin, in fine, voir si il y a une contradiction ou une cohérence entre les normes sociales et cette gouvernance, et donc s'il y a une opposition ou non de logique juridique. Tout ceci, bien sûr, en très bref. Alors, premier point, le présupposé d'ordre économique international. Qui dit ordre économique ou dit ordre public économique, dit un ordonnancement contrôlé par une autorité publique dans le domaine des relations économiques, et dans notre espèce, dans notre cas, international. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. A priori, il n'y a pas une entité donc capable de contrôler un ordonnancement public en matière de relations économiques internationales. Pour le moins,
et c'est la raison pour laquelle je parle d'ordre économique et pas d'ordre public économique, en droit international, on doit mêler la sphère privée et la sphère publique. Les deux sont maintenant, finalement, des gardiens, si jamais il existe, hein, d'un certain ordre économique qui n'est ni public ni privé, qui est global. Bon, voilà. Alors, ça ne signifie pas d'ailleurs qu'un tel ordre n'a jamais existé. Si aujourd'hui, j'estime qu'il est difficile de considérer qu'un ordre économique existe, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé dans l'histoire. On l'a cité à plusieurs reprises. Je pense que le modèle onusien d'après-guerre, avec ses piliers qui étaient la finance, enfin le financement plutôt d'ailleurs, avec la Banque mondiale, la monnaie avec le FMI, et ceux qui auraient dû être le commerce, on l'a rappelé avec la charte de la Havane qui a échoué en 1948, enfin de 1948 qui a échoué ensuite sur les récifs de la non-ratification américaine. Bon, ceci constituait dans une sorte de planification d'après-guerre un ordre public, économique, qui avait une certaine cohérence. On verra une réapparition d'une tentative d'ordre public dans les années 70, sous la poussée des pays en développement, ce qu'on a appelé le nouvel ordre économique international, bon, mais qui a aussi, en quelque sorte, échoué dans les sables de la dette quelques années plus tard, qui est une sorte de New Deal planétaire qui n'a pas eu de lendemain. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre mondialisation, elle est finalement née sur la déliquescence de ce qui était cet ordre public international, amplifié par un retour au nationalisme, notamment dans le domaine monétaire, par l'éclosion du régionalisme et aussi par la privatisation de la sphère économique, ce qui n'était pas tout à fait envisagé donc, dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et tout ceci a formé le terreau de cette mondialisation actuelle. Alors, l'ordre économique, paradoxalement, notamment si vous regardez du côté de la France, on en parle beaucoup. Le juge, notamment, est un grand consommateur d'ordre public économique. Il y a beaucoup de décisions de justice qui vont contrôler la validité d'une norme par rapport à un ordre public économique, éventuellement même international. Mais c'est souvent le juge qui est convaincu de cet ordre, ou qui souhaite être convaincu de cet ordre, plus que la réalité. On peut presque dire que c'est le seul à estimer que cet ordre existe. On est presque dans l'ordre du label, on l'affirme plus qu'on le constate, et l'impression, c'est quand même que la proclamation précède l'existence de cet ordre dans une forme d'autoconviction. Alors, je ne serai pas aussi savant que les discussions de la matinée, je veux dire, j'ai trouvé d'un niveau très élevé, mais on n'est quand même pas loin de la fonction performative du langage. L'ordre juridique économique doit convaincre par sa simple invocation. Et il y a énormément de décisions de justice internes, notamment, hein, Cour de cassation, Conseil d'État et autres, qui font référence à cet ordre économique sans qu'on sache réellement de quoi il s'agit. Alors, si en droit international, cet ordre, d'une manière unitaire, n'existe pas, on peut peut-être envisager qu'il existe au pluriel, c'est-à-dire qu'il existerait des ordres économiques. Alors, c'est vrai que bien souvent, il y a l'affirmation d'ordre économique particulier, et puisque je suis entouré par des connaisseurs de l'OMC, je citerai Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, que Gabriel a bien connu, qui nous expliquait que l'OMC, ça a un ordre juridique spécial, propre à l'OMC. Bon voilà, donc il y a une volonté, finalement, chacun revendique un petit peu son système, son ordre, dans un effet multiplicateur, l'ordre du FMI, l'ordre de l'OMC, mais même en dehors d'ailleurs de l'économie, hein, peut-être l'ordre de l'OIT, de l'UNESCO, de l'UIT, etc. Donc il y a des volontés à chaque fois de proclamer l'existence d'un ordre dans un système clos, ordre qui parfois n'est qu'un simple système, justement. Et entre l'ordre et le système, je fais une différence. L'ordre a une valeur transcendante. Le système, c'est un agencement de mécanique. On a parlé d'un système monétaire international, on en parle toujours aujourd'hui. Il a peut-être existé hier, à mon avis, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il s'agissait d'un agencement de mécanique, et c'était vraiment un ordre public international. Je n'en suis pas particulièrement convaincu. Donc il y a une logique de sous-spécialité. Et on entrevoit rapidement l'effet pervers, finalement, de la proclamation de cette multiplicité d'ordres ou de systèmes. Elle ne vaut que pour celui qui le proclame. Voilà. Hein. Et paradoxalement, ça crée un effet d'exclusion. Alors, Gabriel nous a expliqué tout à l'heure que l'organe d'appel de l'OMC avait immédiatement ouvert à tout le reste de la planète du droit international pour ne pas rester dans un système clos. C'est vrai. Et je pense que l'OMC, dans ce cadre-là, constitue quand même une particularité. Mais je ne suis pas certain qu'on retrouve cette ouverture dans d'autres cénacles internationaux. Donc,
il y a des logiques partielles sans qu'il y ait véritablement une cohérence d'ensemble. Donc on arrive rapidement à la constatation qu'il y a plutôt une segmentation qu'une unification de l'ordre économique international. Il y a en effet des vecteurs d'intégration qui sont différents. Si je prends les 3 piliers économiques que l'on distingue aujourd'hui dans les enseignements en droit international économique, le pilier commerce, le pilier investissement et le 3e pilier qui est monnaie-finance. Bon. Si on prend le commerce, bon, je reprends ce qui a été dit sur l'OMC, ça a réuni à partir de 1995 un domaine qui était autrefois éparpillé. Il existera une forme d'ordre, je veux bien croire Pascal Lamy. C'est vrai qu'il y a la juridictionnalisation qui joue un rôle d'intégration, mais il y a quand même beaucoup de facteurs externes qui contrebalancent. Alors, l'adjonction de traités bilatéraux, régionaux, qui certes intègrent des préoccupations parfois sociales, mais viennent aussi jouer les troubles faits dans les règles de l'OMC, dans les règles commerciales. On l'a bien vu avec les tentatives ou accords de libre-échange États-Unis, Canada et autres. Il y a aussi quand même, ne l'oublions pas, le fait que le cycle de Doha reste bloqué depuis quand même trop longtemps, le fait que l'organe d'appel est quand même aussi en crise. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que l'ordre reste fragile. Mais je veux bien reconnaître que l'OMC est peut-être le seul domaine ou sous-système à peu près cohérent. Si on prend le domaine de l'investissement, rien de tel. Pourquoi ? On n'a pas de traité multilatéral sur l'investissement. Il y a eu une tentative en 1998 au sein de l'OCDE à Paris. Ça s'appelait l'accord multilatéral sur les investissements, en abréviation l'AMI. Bon, c'était pas vraiment un bon nom. Donc l'AMI a échoué. Et depuis, donc, on vit sur des collections de traités bilatéraux ou plurilatéraux, régionaux, mais pas finalement un socle unitaire. Alors le socle unitaire, il est obtenu essentiellement par la voie de l'arbitrage d'investissement. Il y a pas mal de cénacles différents, dont celui du CIRDI est sans doute le plus célèbre, qui crée des règles à peu près unitaires, mais là encore une fois, l'arbitrage n'a pas une cohérence dans tous les domaines, et ça reste fragile. Et si on prend le 3e pilier, qui est le pilier monétaire et financier, là, le paysage est encore moins clair, c'est celui que je connais un peu le mieux. C'est un paysage institutionnel extrêmement touffu, qui n'arrête pas d'évoluer et qui est extrêmement complexe, puisqu'il faut jongler à la fois avec des groupes politiques, le G7 avant le G20 aujourd'hui, qui est celui qui va impulser les règles dans ce domaine-là. On a également des institutions publiques, des organisations classiques que là on connaît généralement, le FMI, l'OCDE, ou un peu moins connu, mais quand même connu, la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui a son siège à Bâle en Suisse. Et puis, à côté de ça, vous avez une myriade d'institutions qui sont des instances de standardisation, mi-privées, mi-publiques, dont on connaît à peine l'acronyme, voire on ne le connaît pas. Si je vous dis OICV, IASB, AICA ou GAFI, généralement, bon, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. C'est l'Organisation internationale des commissions de valeur, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, International Accounting Standard Board, c'est pour la comptabilité, et le GAFI, c'est le groupe d'action financière, celui qui travaille sur le blanchiment d'argent. Bon, et tout ça intervient. Et là, je ne cite que les principaux. Et l'ensemble est coiffé depuis 2009 par ce qu'on appelle le Conseil de stabilité financière, alors qui est un organisme passionnant du point de vue juridique, parce qu'il regroupe des institutions publiques, des États, des acteurs privés, et tout ça amène ses normes. Et là, il n'y a plus vraiment de distinction entre le public et le privé. C'est la raison pour laquelle je pense que l'ordre économique, s'il existe, n'est pas spécifiquement public. Alors, ça amène une certaine cohérence, c'est vrai. Néanmoins, si on regarde ce domaine-là, par la composition des instances à géométrie variable, par la prétention universelle d'une gouvernance qui est en réalité uniquement plurilatérale, et par une normativité, je ne voudrais pas entrer dans les détails trop techniques, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la soft law, ou le droit souple, qui est très souvent utilisé. L'exercice régulatoire, c'est vrai, a ses limites. C'est passionnant pour celui qui étudie le droit, c'est peut-être pas forcément très cohérent pour l'ordre économique. Alors, cet ordre économique parcellaire, je pense qu'il a un autre trait qui est important, enfin ces ordres économiques, parcellaires, ils ont des traits qui sont importants, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de l'État. On s'éloigne de plus en plus de l'État, et le domaine de la monnaie et de la finance est bien là pour le représenter. On a de plus en plus de difficultés à définir un ordre économique qui partirait de l'État. Alors, on peut estimer qu'il existe un ordre économique qui n'est pas forcément lié à la présence de l'État, mais à l'exercice d'un pouvoir sur des sujets. Et on constate de plus en plus, finalement, le déploiement de normes variées, responsabilité sociale des entreprises, droits de l'homme, fiscalité internationale, qui partent de l'entreprise
au sens général. Alors, je pourrais dire l'entreprise multinationale, mais quand je dis entreprise, ce n'est pas une monade fixe dans mon esprit. Hein. Bon, voilà, c'est plutôt un terme générique. Et je crois que la puissance de l'État s'est déplacée. Bon, la puissance de l'État, c'était peut-être la conquête de territoire dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est la conquête de parts de marché. Bon, et dans cette conquête de parts de marché, l'État, il est devenu, alors on va reprendre la même expression, schizophrène. Il est devenu schizophrène parce que d'une part, il est là pour essayer de protéger sa population contre des abus éventuels d'entreprises qui investiraient sur son sol, mais d'un autre côté, il joue également les ambassadeurs de luxe. On voit bien quand un chef d'État se déplace, l'essentiel c'est qu'il ramène quelques investissements pour son pays, donc il y a une volonté bien sûr d'attirer ces entreprises. Mais on constate quand même de plus en plus, à mon avis, un déplacement de ce qu'on appelait avant la statolatrie, l'idolâtrie de l'État, vers, alors c'est pas très beau, l'anthropolatrie, l'idolâtrie de l'entreprise. Alors c'est pas une idolâtrie, c'est simplement une centralité qui se replace, à mon avis, vers l'entreprise et non plus vers un primat étatique. Alors, les normes sociales dans tout ça, les normes sociales, là, c'est là que je ne vais certainement pas aiguiser votre optimisme, je dois dire. Si on regarde parmi les grandes organisations à vocation économique, je mets à part, effectivement, une fois de plus, l'OMC, sans l'absoudre totalement quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que l'article 20, il sert aussi aux États à introduire des discriminations qui ne sont pas forcément justifiées sur les différentes dispositions de l'article 1. Donc là, il y a un jeu assez qui peut être un petit peu dangereux. Alors, a priori, la juridiction est là pour justement ne pas tomber dans ce piège. Mais si on regarde de l'autre côté, du côté justement du FMI ou de la Banque mondiale, le paysage est, j'allais dire, beaucoup plus clair dans le sens où il n'a pas beaucoup changé. On se souvient que le Fonds monétaire donc, propose des programmes d'ajustement à travers des différents types d'accords. Ça a été le rouleau compresseur des programmes d'ajustement des années 70 à 90, qui laissait très peu de place à d'autres considérations, qui se basaient sur un leurre qui est la neutralité économique et sociale. Moi, je suis le FMI, je ne fais pas de politique, j'aide simplement les États sur des critères économiques. Ce qui a toujours été le discours du FMI depuis sa naissance jusque récemment. Ça change un tout petit peu, mais quand même pas beaucoup. Et on sait que ces programmes-là ont des conséquences sociales importantes, voire négatives, mais la responsabilité est rejetée sur la politique interne de l'État membre, le discours étant que les autorités ont un pouvoir discrétionnaire pour choisir les mesures. Donc nous, on fait uniquement du macroéconomique. Maintenant, la répartition des richesses à l'intérieur de votre population, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la nôtre. J'essaye de simplifier là le discours du Fonds monétaire. C'est un peu mieux pour la Banque mondiale, mais pas beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a un discours beaucoup plus favorable en faveur des droits de l'homme. Il y a même un panel d'inspection qui est là pour ça. Il y a également, d'ailleurs, l'introduction de standards de performance et de conditions de travail dans des organismes qui sont des organismes liés à la Banque mondiale, que sont la Société financière internationale ou l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Je suis désolé parce que ça va très vite et je dis beaucoup de choses. Mais malgré tout, la Banque mondiale réagit à une certaine forme de fonctionnalisme qu'elle a depuis l'origine, une prééminence de l'économie, un rôle assez marginal, il faut bien le dire, des juristes, et la réticence des administrateurs. Rappelons que les gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI sont les mêmes, hein, ils se réunissent en même temps. Donc, je veux bien qu'il y ait deux logiques différentes, mais elles ne sont pas très éloignées. Il y a quand même ce rouleau compresseur, à mon avis, du primat économique. Alors, il y a quand même, c'est vrai, depuis le début du XXIe siècle, une forme de rapprochement à travers la lutte contre la pauvreté, à travers, et là je vais être très méchant, à travers ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire, qui devaient être achevés en 2015. Finalement, évidemment, c'était lutter contre la pauvreté, etc. On ne les a pas achevés en 2015, on les a reportés en 2030. Maintenant, ça s'appelle les objectifs du développement durable. Et là, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur la question du discours, de la sémantique. Le développement durable est devenu le passage obligatoire de n'importe qui, n'importe quelle organisation internationale. Vous lisez les communiqués de presse du FMI, on fait du développement durable toute la journée. Il n'y a pas de souci. Seulement dans le développement durable, il y a l'économie, il y a le social et il y a l'environnement. Le FMI fait beaucoup d'économies, un peu d'environnement, pas du tout de social. Et l'état de droit, éventuellement un tout petit peu aussi lorsque cela se présente. Alors, malgré mon côté un peu ironique sur cette chose-là, il est vrai qu'il y a quand même un effet de rapprochement, notamment entre le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il faut savoir que c'est deux sœurs jumelles. Elles sont nées le même jour, à Bretton Woods, en 1944. Mais c'est deux sœurs jumelles qui étaient deux sœurs ennemies après.
et qui en plus avait des missions différentes. Le FMI, c'est plutôt l'aspect macroéconomique. La Banque mondiale, ce sont les aides sectorielles, plutôt. Bon. Et finalement, il y a, là, c'est vrai, maintenant, une politique relativement commune entre les deux organisations sur un double constat. Les problèmes sont structurels. Je pense qu'on aurait pu y penser avant, mais bon, c'est ainsi. Donc les problèmes sont structurels, donc on a intérêt à travailler ensemble, et aussi éviter la double conditionnalité, puisque chaque organisation posait des conditions sur ses politiques. Alors, bon, il y a une évolution, néanmoins, du côté du FMI. Il est périodiquement rappelé, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous rappeler des discours de Mme Lagarde, qui l'a dit très clairement, que ce n'est pas une organisation pour l'environnement, il n'y en a pas de toute façon, et que ce n'est pas une organisation pour le travail, puisque là, il y en a une, c'est l'OIT. L'OIT est là pour cette mission. À chacun son métier, à chacun sa spécialité. C'est en quelque sorte le discours qui est tenu avec, in fine, je pense, le primat économique et le retour à des vieilles recettes. Je ne pense pas que les Grecs pensent qu'ils ont été traités différemment par le FMI par rapport à certains pays en développement précédemment. Donc je ne vois pas véritablement d'avancées. Encore une fois, les aspects sociaux sont laissés à l'État, à lui de se débrouiller pour faire le mieux avec un programme assez draconien. Et toi, le ciel t'aidera. Et ça a été dénoncé d'une manière très vive. Alors, si j'ai une seule recommandation à vous faire, c'est de lire le rapport de 2018 du Conseil des droits de l'homme et de Philippe Alstom, un collègue universitaire, qui a fait un rapport au vitriol sur justement le fait que le FMI n'avait absolument pas changé de culture depuis son origine. Donc la rencontre organisation normes sociales, ça reste, j'allais dire, déductif, partiel, de l'ordre du discours, à mon avis, plus que de la réalité. C'est ce qui reste si économiquement tout va bien. Mais ça ne va jamais bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas le cas, puisque de toute façon, la logique néolibérale, c'est une logique d'instabilité, c'est une logique de crise. On ne fera du profit que si on arrive à provoquer ce type de crise, enfin, ou du moins des disparités. Donc on a là un discours circulaire qui est que de toute façon le social ne pourra jamais véritablement rencontrer l'optimum économique. Alors est-ce que c'est une opposition de logique juridique? Dernier point, et j'en termine dans quelques instants. Là, on est au problème de la rencontre entre le droit et l'économie, donc entre un construit, le droit, et l'économie, qui, à mon avis, est une donnée, où, et là, peut-être, c'est une petite opposition que j'ai par rapport à ce qui a été dit ce matin ou jusqu'à présent, où l'élément capitalistique, au sens traditionnel, me semble avoir disparu au profit de l'économie financière, ce qui est bien autre chose, ce qui induit que la poussée du droit pour tenter d'encadrer cette économie va connaître encore plus de résistance que dans, j'allais dire, l'économie capitaliste traditionnelle, d'autant que le système, et ça il faut peut-être le rappeler pour l'OMC aussi d'ailleurs, n'est pas conçu pour agir uniquement en défense de la légalité. Alors si vous violez une norme, vous pouvez être condamné, c'est vrai, mais on peut agir aussi pour la défense d'un certain équilibre économique sans violation de la légalité. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même ce primat de l'économie qui est très fort. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avancées. Par exemple, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour que la rentabilité cède le pas à une certaine forme de sécurité juridique. Ceci pour éviter finalement le moins-disant réglementaire, ou ce qu'on a appelé le marché de la loi. Bon, voilà, hein, vous mettez moins de contraintes, donc on vient chez vous. Il y a aussi la prise en compte de valeurs commerciales. Il y a aussi l'éthique des affaires qui apparaît de plus en plus dans l'arbitrage d'investissement. Donc il y a des progrès, mais ils ne me paraissent pas suffisants. Alors, est-ce que dans tout cela, c'est une opposition de logique juridique ou est-ce que c'est une opposition de logique sociale et économique ? Le primat de l'économie reste, à mon avis. Certes, on a une hybridation des normes, on a un déplacement de la centralité de l'État, on a des phénomènes de plus en plus prégnants de la soft law, donc du droit souple, c'est-à-dire un droit qui ne comporte pas des obligations, mais qui comporte des contraintes. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup à discuter sur, finalement, sans doute une nouvelle forme d'hégémonie, au sens de Gramsci, puisqu'on l'a cité, qui intervient par cette soft law, parce que finalement, on ne pose pas d'obligations, on pose des contraintes, mais ces contraintes sont pires que des obligations juridiques que, au moins, on peut contrôler. Donc ça, c'est peut-être un autre débat qu'on pourrait avoir. Et aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus une évolution en droit international. Il est de moins en moins top-down. Je suis désolé pour l'expression anglaise. C'est-à-dire qu'il vient de moins en moins d'en haut. Avant, c'était des normes. Voilà, on signait un traité. Le traité était imposé aux États. Le droit international est de plus en plus bottom-up. Alors, bottom-up, c'est-à-dire que ça vient du bas. Donc, vous avez des cénacles d'États, des organismes qui créent des normes qui sont proposées, pas imposées,
et que les États vont reprendre, ou l'Union européenne par exemple, et comme tous les grands États plus l'Union européenne reprennent ces normes, eh bien ça fait une norme internationale. C'est l'exemple même de ce qu'on appelle les accords de Bâle, c'est les accords prudentiels en matière bancaire, qui sont simplement proposés, repris, et qui finalement forment une véritable norme. J'ai vraiment fini. Une minute. Et donc, voilà. Alors, est-ce que c'était vraiment une opposition de logique juridique? Je ne crois pas. Je crois que c'est juste une utilisation différenciée par les acteurs du droit. C'est une simple évolution de l'utilisation du droit, en quelque sorte, qui n'est que la photographie de l'évolution sociétale. J'ai pensé ce matin, d'ailleurs, après le débat, que c'était peut-être une forme d'animisme juridique. Quelque part, on fait parler le droit, voilà, comme un être. Et donc, je pense que tout ceci aboutit à un constat banal, qui est le constat du droit global. Mais finalement, tous les acteurs ont les mêmes armes juridiques, mais ils l'utilisent différemment. Mais ce n'est pas le droit qui est en cause, c'est la manière dont on fait le droit. Le droit n'est que le résultat d'un rapport de force. Une loi est votée à l'Assemblée par une majorité contre une minorité. Si la majorité change, la loi change, etc. Donc, c'est que le résultat d'un rapport de force, c'est un consensus à un moment donné. Pour reprendre une vieille phrase d'Émile Giraud, c'est de la politique qui a réussi. C'est-à-dire, bon, là, on pose un consensus. Bon, dans tout cela, aujourd'hui, du côté des normes sociales internationales, ça reste malheureusement le parent pauvre. L'économie est au service de la finance, pas de l'humain. Le droit me semble pas très puissant dans ce cadre-là. C'est une étrange conception de l'histoire. Je n'aurais pas une conclusion aussi scatologique que Giuseppe Longo ce matin, mais bon, quand même, hein, on n'en est pas loin. Merci.